Effectivement, vous l'avez dit, les États-Unis, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été ennemis. Que nous prenions en considération les époques, je ne veux pas retourner au Moyen Âge européen, puisque au Moyen Âge européen, il y a eu beaucoup d'interactions entre les zionistes, n'est-ce pas, ceux qui étaient les zionistes, et l'empire perse des Sassanides. Et les Américains et les Britanniques également ont beaucoup interagi plus tard avec l'Iran qui est réduit à la petite portion de l'Iran d'aujourd'hui, puisque l'Iran renvoie à l'empire perse. Il faut aussi faire remarquer que l'Iran d'aujourd'hui n'est plus l'Iran zoroastrien, qui a une identité théocratique claire. L'Iran d'aujourd'hui a été islamisé grâce à la campagne arabe qui a commencé au 7e siècle et qui a d'ailleurs islamisé le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe, presque toutes les îles allant jusqu'en Sicile, en Espagne. Et ce même islam a islamisé l'Iran, toute la péninsule arabique. Et donc, l'Iran d'aujourd'hui n'est plus l'Iran des Perses d'autrefois. Et l'Iran d'aujourd'hui est rentré dans la géopolitique américaine depuis la Première Guerre mondiale. Vous savez que lors de cette guerre, il y a eu comme une conjonction entre les Soviétiques et les Britanniques qui ont occupé l'Iran pendant une période avant que la dynastie des Shahs, notamment avec le Shah Reza Pahlavi et toute sa suite, n'ait été mis en place officiellement par les Britanniques et les Américains. Effectivement, vous le dites, l'Iran n'est pas en conflit avec les États-Unis. L'Iran n'est pas non plus en conflit avec l'Empire anglo-saxon. L'Iran est aujourd'hui en conflit avec les zionistes, le zionisme politique. Le zionisme politique qui est représenté par Israël. Et maintenant, que vous voulez comprendre, vous vous demandez comment se fait-il que le triangle, le fameux triangle Israël, Iran, États-Unis, très lié à l'époque, soit aujourd'hui devenu des puissances en conflit. Il y a eu, vous l'avez dit, la révolution de 79, où l'islam d'Iran a pris le pouvoir, notamment le chiisme. Les musulmans chiites qui sont en majorité en Iran, je pense autour de 90 à 95% des Iraniens, au début c'était l'élite iranienne, mais à la fin, avec l'arabisation intense, l'islamisation, les populations iraniennes se sont islamisées. Et donc l'islam va dépasser en Iran toute la portion des autres religions qui sont minoritaires. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, ces religions minoritaires sont représentées au Parlement. Je rappelle que l'Iran est une théocratie islamique qui est régie par la charia et par d'autres textes accessoires qui tournent autour du corpus islamique connu. Et l'islam est aujourd'hui le plus grand pays, je veux dire l'Iran, le plus grand pays du monde musulman qui est armé, le pays le plus armé du monde musulman. Il y a l'Indonésie, avec ses 200 millions, 220 millions d'habitants, tous des musulmans, mais l'Indonésie n'a pas la puissance militaire de l'Iran. Il y a le Pakistan. Il y a le Pakistan. Le Pakistan dispose de l'arme nucléaire sous le contrôle de l'Empire britannique et américain. Il faut nuancer la question nucléaire au Pakistan. Et en plus, l'arme nucléaire, c'est un secret de polichinelle. Personne n'utilise l'arme nucléaire, c'est pour la dissuasion. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, les technologies à hydrogène et autres, lasers, qui sont plus avancées, sont les armes qui sont utilisées, même lorsqu'elles ne sont pas conventionnelles. Mais l'arme nucléaire, elle est entre virgules, si vous voulez, vous acceptez qu'on le dise, une arme de la dissuasion qui sanctuarise votre territoire. Maintenant, il y a également d'autres pays comme le Nigeria qui ont environ 110 millions de musulmans, mais
même le monde arabe, où se trouve le fameux lieu saint des musulmans, il ne possède pas la puissance de frappe iranienne. La Libye, qui était un pays un peu fort, un peu armée, s'est détournée elle-même, n'est-ce pas, du monde arabe, en se retournant vers le monde africain. Donc l'Iran est devenu aujourd'hui, en 2025, 2026, la pointe, le fer de lance du monde musulman, de l'islam. Donc il faut percevoir le changement de régime en 1979 comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'Empire khazar, peut-être après je reviendrai, qui a adopté le judaïsme Hikening sans aucun passé, brusquement, pour se protéger contre l'impérialisme byzantin et l'impérialisme arabe. Donc les Iraniens vont choisir l'islam pour se positionner contre le sionisme politique. On savait que d'un jour à l'autre, il y aurait eu un conflit majeur entre Israël et l'Iran. Et les États-Unis sont la patrie mère d'Israël. D'ailleurs, Israël, c'est le 51e État, le 51e État des États-Unis. On peut le dire ainsi du point de vue idéologique. Et les États-Unis et l'Israël donc rentrent en conflit. Les États-Unis n'ont pas le choix. Il y a Marco Rubio qui disait, il y a de cela quelques jours, que en fait, les Américains ne veulent pas rentrer en guerre contre l'Iran et ne seraient pas en guerre contre l'Iran. Ce qui est très surprenant. Mais sachant que Israël allait frapper et considérant tous les intérêts américains dans la péninsule arabique, dans le Moyen-Orient, les États-Unis étaient obligés d'accompagner l'Iran. L'Israël. D'accompagner Israël. Et surtout pour protéger les pays du Golfe avec lesquels les Américains ont des accords de défense contre l'histoire des pétrodollars. Voilà comment les Américains expliquent leur proximité avec Israël. Donc il faut considérer que c'est Israël et l'Iran qui sont en conflit. Pourquoi ce conflit? Où ce conflit finira-t-il? Quel est l'objectif stratégique derrière le conflit? Peut-être on y reviendra, parce que ça ressemble à la première guerre dite mondiale, à la deuxième guerre dite mondiale, dont on avait eu l'impression que l'objectif était, d'une part, de mettre au pas le Second Reich, l'Empire austro-hongrois, et d'autre part, d'arrêter le nazisme. Mais on découvre qu'il y a d'autres objectifs stratégiques derrière ces guerres. Donc, la deuxième guerre, son objectif stratégique, c'était l'installation du pays Israël au cœur de la Palestine. La première guerre a été lancée pour déconstruire 3 empires centraux. Et d'ailleurs, les empires centraux à déconstruire ne sont pas finis sur la liste du projet mondialiste tenu par les anglo-saxons, en particulier les Américains. On vous parlait de la paix, il n'y a pas de paix. Ceux qui veulent vivre en paix, je crois qu'il vaut mieux qu'ils quittent le monde physique, la dimension physique, qu'ils meurent déjà, parce que ici, c'est la guerre. Ici, c'est la belligérance, c'est les conflits continus, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que certains ont appelé la fin de l'histoire. La fin de l'histoire serait le moment où il n'y aurait plus de conflits. Toutes les poches de résistance à l'ordre mondialiste seront matées. Il n'y aura donc plus rien. Vous voyez que nous sommes au cœur d'une histoire très longue. Parce qu'il y a la Russie qui constitue une cible. Ils n'ont pas pu résoudre le cas russe. Déjà en 1943, ils n'ont pas résolu. La Russie a pu dominer, a pu maîtriser les nazis. Et ils vont reporter la confrontation contre la Russie durant toute la guerre froide. Et bien que la Russie ait donné l'impression qu'on l'a mise à terre en 1990, elle revient encore dans les années 2000. Et au-delà de la Russie, ce qui fait peut-être plus peur, c'est la Chine, qu'ils voudront aussi peut-être décomposer. Je ne sais pas par quel moyen et quand est-ce qu'ils le feront. Mais nous sommes dans une histoire où des agendas stratégiques se transmettent de génération en génération. On est sur une histoire longue, si je veux paraphraser Fernand Braudel, qui parlait donc du temps long en histoire, les grands cycles. Voilà un peu comment on peut expliquer la bascule qu'il y a eu au XXe siècle entre l'Iran pro-américain et l'Iran anti-zioniste. Voilà, il y a tellement de questions, mais je voudrais, avant de
venir à l'ambassadeur, avoir un éclairage sur un point que vous avez soulevé. Vous présentiez tantôt l'Iran comme le fer de lance en matière d'armement du monde arabe. Mais comment se fait-il que ce pays est isolé par rapport à ses frères musulmans qui ne le soutiennent pas, qui sont plutôt, on va dire, de mèche avec le camp occidental, de façon résumée? Bien, le monde arabe, effectivement, qui est avec le camp occidental, à la faveur de la diplomatie du pétrole, c'est un monde arabe idéologiquement matérialiste et libéral. Les chiites qui sont en majorité en Iran sont en train, et depuis un bon moment, de mener une guerre idéologique contre le sunnisme que les chiites considèrent comme ayant trahi la pensée islamique originelle. Et il y avait une hégémonie sunnite. Et la plupart des pays arabes que vous citez qui sont dans le Golfe Persique, ce sont des pays arabes dominés par la pensée sunnite. Mais ce sont des pays qui ont fait des alliances avec les Américains. Et on ne va pas peut-être aller dans certains détails, mais il faut savoir que certaines monarchies ne sont même plus des Arabes, ne sont plus des monarchies arabes, par la technique de substitution des monarques. Il y a une technique dans le travail des services secrets, la technique des sosies développée par les Russes, ce qui leur a permis d'échapper à la décapitation des tsars. Cette technique a continué. Il y a même des doutes sur l'authenticité de la monarchie marocaine. Donc vous avez des rois comme ça, qui sont des sultans, qui paraissent des musulmans, mais qui ne le sont pas, qui sont en fait des infiltrés du sionisme et qui contrôlent des nations arabes. Donc le phénomène du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que Kadhafi, à un moment donné, moi j'étais à Tripoli, quand Kadhafi disait que le monde arabe n'est qu'un jouet d'enfants. Et on ne peut rien construire avec le monde arabe d'aujourd'hui. Le monde arabe a été infiltré depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'il voulait se retourner vers l'Afrique et faire de l'Afrique une plateforme de résistance. Il n'y a plus rien dans le monde arabe. Les vrais qui croient encore en l'islam réellement, ce sont ces États qui continuent de faire du prosélytisme en Afrique, dont l'Iran et quelques rares États arabes. Le Qatar, n'en parlons pas. Eux, on dirait même qu'ils ont un concordat avec les Américains, semblable au concordat qu'on a eu par le passé entre l'Europe chrétienne, dominée par la papauté, et le monde arabe qui venait ponctionner, faire des razzias en Afrique. Et alors, quand vous prenez, vous analysez tous ces pays du Golfe, vous dites, mais attention. Et c'est là où nous avons crainte pour l'Afrique. Parce que les Africains qui suivent les religions importées, avec des nouvelles lignes de divisionnisme en Afrique, que ce soit dans le monde musulman, que ce soit dans le monde chrétien, à un moment donné, ils auront des conflits, ils vont transporter en Afrique des conflits qu'on ne pourra pas gérer. Et alors vous voyez bien, vous analysez une crise du point de vue de la stratégie ordinaire, c'est-à-dire des questions de guerre, de polémologie, vous découvrez que derrière, il y a des enjeux de religion et de civilisation. Et vous estimez carrément, dans le monde musulman, il y a des dirigeants génétiquement modifiés. Ben, nous sommes sur un plateau de télé. Non, entre griffes. Ben, il y a l'ancien ministre de l'économie et des finances de l'Italie qui a dit un journaliste lui a demandé s'il croit en l'existence des Illuminati. Et il dit que les Illuminati existent, l'interview existe. C'est un ministre des Affaires de l'économie et des finances. Et il dit qu'il n'y a pas non que des Illuminati, il y a aussi des hybrides. C'est-à-dire que sur la Terre, il n'y a pas que des humanoïdes. Il y a des personnes qui ressemblent à des humains, mais qui ne sont pas des humains. Et ils ont un projet. Et c'est ce projet qui est transversal, qui parcourt les civilisations. Et c'est ce projet auquel les humains doivent faire attention. Voyez, et lorsque vous parliez tout à l'heure de la diffusion de certaines contre-valeurs, qui ne sont pas des valeurs, par exemple, africaines, mais qui sont diffusées partout. Et on se pose des questions. Où ira l'Afrique si elle continue d'être poreuse à tous les vents du monde? Et quand est-ce que l'Afrique construira son identité propre du point de vue théologique d'abord, la pensée de Dieu, puisque ici l'enjeu, c'est l'enjeu de Dieu.
vous le verrez peut-être plus tard. Et c'est un enjeu qui n'a d'ailleurs pas été résolu en théologie dogmatique. On se demande encore, tous ceux qui suivent, par exemple, les Romains et ceux qui suivent les Romains, dans le christianisme romain, qui sont africains. Il y a ceux qui suivent les musulmans, qu'ils soient sunnites, aujourd'hui avec le sunnisme ballottant, les chiites au Sénégal, au Kenya. Vous vous dites, mais l'Afrique a d'abord ces lignes de divisionnisme que nous devons affronter. Et nous importons des divisionnismes étrangers. Et en faisant ainsi, on se livre en tant que territoire aux batailles qui ne nous appartiennent pas.